Alors, merci beaucoup. Donc, je devais parler des politiques publiques et de la transmission d'entreprise, mais j'ai remarqué que ce que je voulais dire était parfaitement illustré par les deux tapisseries qui sont au-dessus de ma tête, où on voit à peu près ce que j'ai trouvé en 2002 quand je suis arrivé au gouvernement, c'est-à-dire des mammifères herbivores qui se faisaient dévorer par des mammifères carnivores. Et à l'époque, l'État jouait le rôle des mammifères carnivores, et donc il y avait très très peu de transmission, parce que l'impôt prélevait 40% de la valeur des entreprises. Donc on imagine que dans ce contexte-là, il y avait peu d'entreprises qui étaient transmises. Mais cette page a été tournée, et maintenant je crois que nous avons un système qui n'est pas parfait, mais qui est meilleur. Bon, mon expérience de la transmission des entreprises est diverse. D'abord, j'ai travaillé pendant pas mal d'années dans un groupe LVMH qui représente une situation un peu paradoxale, c'est-à-dire que les familles qui sont derrière ces noms, que ce soit Bulgari, Loro Piana, NSI, Dior, Givenchy, Guerlain, les familles ont presque totalement disparu de l'opérationnel et du capital. Et pour autant, le groupe LVMH fait tout pour que les valeurs de ces familles continuent à perdurer malgré l'absence des descendants des fondateurs. Alors, c'est une version un petit peu extrême, évidemment, de la survie d'une famille, mais c'est quelque chose qui est très important parce qu'aujourd'hui, dans des groupes très larges qui ont aggloméré des entreprises familiales, dans lesquelles les familles d'origine ont quasiment disparu ou alors détiennent des titres qui sont des titres cotés en bourse, avec évidemment un éloignement très grand vis-à-vis de l'opérationnel et de la gouvernance, eh bien, les valeurs d'une famille peuvent quand même perdurer à travers le temps, et le management peut être organisé pour que ces valeurs se prolongent. Mais c'est un cas évidemment un peu extrême, et j'ai pourtant vu à quel point il fonctionnait très bien chez LVMH. J'ai pu également découvrir des entreprises dans lesquelles il y a une sorte de miracle biologique qui se passe, c'est-à-dire qu'un entrepreneur qui détient 100% du capital et qui est 100% opérationnel, il est donc le CEO, va transmettre à un membre de sa famille qui va avoir les mêmes talents et être aussi celui qui détient le capital et qui a les capacités à développer le groupe. Je pense que c'est très rare et qu'il ne faut pas construire une théorie de la transmission d'entreprise sur ce modèle-là. Quand ça arrive, tant mieux, c'est parfait, mais on ne peut pas imaginer que ça soit le cœur de la transmission d'entreprise de génération à génération. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile de voir ce modèle-là réussir dans un monde où il y a deux défis majeurs. Le premier, c'est celui de la globalisation, et le deuxième, c'est celui de la réinvention. Nous avons en France beaucoup de PME qui sont très bien dirigées par des chefs d'entreprise pour lesquels le marché est le marché français. Quand il s'agit du marché européen, c'est déjà un grand pas, mais penser le marché chinois, penser le marché américain est quelque chose qui, bien souvent, n'est pas dans les gènes de la famille. Donc cette remise en cause va conduire à un changement dans la transmission d'entreprise. La réinvention encore plus. Je connais peu d'entreprises, notamment dans le secteur qui m'intéresse, c'est-à-dire tout ce qui est consumer goods, avec un fort pouvoir de marque, de la brand value et quelque chose d'essentiel, qui sont à la fois capables de garder la tradition, l'ADN, les valeurs d'une famille, ce qui fait qu'une famille s'inscrit dans la durée, et en même temps créer des modèles de disruption, des modèles de rupture, de remise en cause totale. Or, on voit bien que la réussite dans le monde, notamment du retail et des marques aujourd'hui, n'est pas uniquement fondée sur le maintien de la tradition, pas uniquement fondée sur l'innovation pure, mais sur la capacité à monitorer le passé qui rassure et le futur qui excite. Le consommateur d'aujourd'hui favorise énormément les entreprises qui ont cette double culture. D'un côté, le passé rassure, et de l'autre, le futur excite, et notamment les Asiatiques qui apportent un grand prix à tout ce qui relève du passé. Et donc finalement, le modèle que je trouve le plus pertinent, c'est celui dans lequel une famille comprend qu'elle doit s'éloigner de l'opérationnel et inventer un mode de gouvernance non opérationnel qui, comme vous l'avez extrêmement bien décrit, va passer par la découverte d'un partenaire qui n'appartient pas à la famille, ça n'est pas un membre de la famille, mais il interprète de façon globale et en réinvention les valeurs, l'ADN de la famille. J'ai vu ce cas notamment en 2008, je suis arrivé à New York en septembre 2008,
Et le monde, à l'époque, s'effondrait sur la tête de beaucoup d'entreprises. Et un formidable manager italien, Fabrizio Freda, qui avait ses enfants dans la même école que les miens, a pris la direction de Estée Lauder. Et Estée Lauder, c'était un groupe très très familial, avec deux frères qui avaient partagé le pouvoir capitalistique et aussi la direction opérationnelle du groupe. Et cette transition a été remarquable. C'est pour moi un exemple que je cite toujours, parce que Fabrizio Freda a formidablement réussi à développer le groupe Estée Lauder. Il lui a apporté une dimension globale qui existait moins dans cette famille très américaine, et il a su réinventer également le modèle Estée Lauder. Donc on voit bien que cette association d'un élément extérieur et d'une famille qui est consciente qu'elle doit lâcher pour conserver, eh bien, m'a paru très frappante, et j'aime bien cet exemple. Voilà. Donc aujourd'hui, moi, ce que je fais, c'est justement investir en tant que private equitter. Je fais du private equity. Donc les familles détestent généralement ce que je représente, les fonds de private equity. Et quand je discute avec une famille, c'est jamais d'argent. Nous sommes des gens bien élevés, nous ne parlons pas d'argent, mais plutôt de la façon dont une famille va transcrire dans un nouveau mode de management et d'ouverture du capital, ce qui fait son essence, ce qui fait que ce qu'elle a à dire aux consommateurs est unique. Et ce travail que les familles doivent faire, bien souvent, il est enrichissant à la fois pour la marque, pour le consommateur final, mais aussi pour la famille elle-même.